Je m'appelle Camille Vasseur, j'ai 28 ans, et je me tiens dans l'ombre d'un penthouse surplombant le quartier de la Défense à Paris, observant mon frère Aurélien lever son verre. La salle entière célébrait la fusion assurée par la conception de la tour Éco-Horizon. Ma conception. Il m'a repéré dans la foule et a souri de toutes ses dents. À ma sœur Camille, a-t-il annoncé, qui cherche encore ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Peut-être qu'un jour elle quittera ces chantiers poussiéreux pour trouver un vrai travail. Tout le monde a ri. Mes parents ont fait teinter leur verre. Je suis restée parfaitement immobile. Ils pensaient que j'étais l'échec de la famille. Ils n'avaient aucune idée que j'étais l'architecte de leur destruction. Avant de vous dire quel nom figurait réellement sur les plans qu'ils tenaient, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas brisé mon verre. Je n'ai pas jeté le champagne au visage d'Aurélien. J'ai posé la flûte en cristal sur le plateau d'un serveur qui passait, avec un petit clic doux et délibéré. Ce son était la seule ponctuation dont j'avais besoin. J'ai tourné le dos à la vue panoramique sur la tour Eiffel, au smoking à 3000 € et au sourire vainqueur de mon frère. Je me suis dirigée vers l'ascenseur. Ma mère a appelé mon nom, sa voix tendue avec ce ton spécifique qu'elle utilisait quand elle voulait que je règle un problème sans faire de scène. « Camille, n'ose même pas », a-t-elle sifflé. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, coupant les rires comme une guillotine. Le silence dans cette boîte métallique était assourdissant, mais aussi clarifiant. J'ai regardé les chiffres décomptés du dernier étage jusqu'au hall, et à chaque étage, l'air devenait plus facile à respirer. En bas, dans la rue, le vent venant de la Seine mordait à travers ma robe de soirée, vif et froid. J'ai dépassé la file de berline noire avec chauffeur pour rejoindre le coin éloigné du parking VIP. Là se trouvait ma camionnette. C'était un vieux Renault Master de 10 ans, couvert de poussière de chantier. La benne était remplie de niveaux et de casques de protection. Le voiturier avait l'air soulagé de s'en débarrasser. Je suis montée dans la cabine. L'odeur de vieux café, de sueur et de diesel m'a instantanément ancrée dans la réalité. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée des beaux quartiers, cap au nord vers la zone industrielle où se déroulaient les travaux ferroviaires. Alors que les lumières de la ville floutaient à travers ma vitre, je me suis posé la question que je savais que tout le monde poserait. Pourquoi suis-je restée 6 ans? Pourquoi les ai-je laissés me traiter comme une ouvrière alors qu'Aurélien jouait à l'architecte? Pourquoi ai-je accepté le manque de respect, l'effacement, les miettes? Ce n'était pas de la faiblesse. C'est ce que les gens comprennent mal à propos des survivants de familles comme la mienne. Ils voient une victime. Ils voient quelqu'un piégé par la peur ou le manque d'options. Mais ce n'était pas ça. J'étais piégée par une chaîne invisible de responsabilité. Pendant 6 ans, j'avais fonctionné sous une dette qui n'était pas la mienne. Lorsque l'entreprise de mon père a failli s'effondrer il y a 3 ans, je ne suis pas intervenue parce que je cherchais désespérément leur approbation. Je suis intervenue parce que je connaissais la physique de nos vies mieux qu'eux. Je savais que si je ne portais pas le poids, tout le toit s'effondrerait sur la tête de tout le monde. J'étais le pilier structurel. J'étais le mur porteur. J'ai absorbé le stress, les nuits blanches, les crises techniques et la terreur financière pour qu'ils puissent vivre dans leur fantasme à air ouvert où l'argent apparaissait par magie et les problèmes disparaissaient tout seuls. Je suis restée parce que je pensais que les soutenir était mon devoir. Je pensais qu'être forte signifiait endurer le poids. Mais ce soir, Aurélien avait été clair. Il ne voyait pas un pilier. Il voyait un été provisoire. Il voyait quelque chose à utiliser puis à moquer pour son utilité. Il pensait pouvoir insulter les fondations tout en vivant dans le penthouse. J'ai serré le volant, mes jointures blanchies. J'ai réalisé alors que je ne quittais pas juste un emploi. Je ne quittais pas juste une fête. En franchissant cette porte, je retirais l'intégrité structurelle de leur vie entière. Ils pensaient que j'étais l'échec parce que j'étais celle couverte de poussière. Ils ne comprenaient pas que la poussière était la seule chose qui faisait tenir le mortier ensemble. Je n'étais pas l'échec. J'étais la seule chose qui les maintenait debout. Et maintenant, j'étais partie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste conduit dans l'obscurité,
sentant le poids massif et écrasant se soulever de mes épaules pour se poser exactement là où il devait être, sur les leurs. Il y a 3 ans, la seule chose que mon père Antoine construisait était un procès. C'était une violation massive des normes de sécurité sur le projet des quais de Seine. Le genre de négligence qui brise des carrières et met des entreprises en faillite. Il faisait face à des poursuites pénales et à un trou financier si profond qu'il ressemblait à une tombe. J'avais 25 ans, à 2 mois de terminer mon master à Polytechnique. J'avais une bourse complète et un avenir qui n'impliquait pas de nettoyer les dégâts de mon père. Mais quand il m'a appelé en pleurant, en suppliant, me disant que l'héritage familial allait tomber en poussière, j'ai fait un choix. J'ai choisi le sang plutôt que la logique. J'ai abandonné. J'ai emballé ma vie dans 2 valises et je suis revenu à Paris. Pendant les 18 mois suivants, je n'ai pas vu l'intérieur d'un Pantouse. J'ai vécu dans un bungalow de chantier qui sentait le café rassis et le plâtre humide. C'est moi qui ai viré le chef de chantier incompétent qu'Aurélien avait embauché parce que c'était son compagnon de beuverie. C'est moi qui ai refait les calculs de charge à la main parce qu'Aurélien avait oublié de prendre en compte la prise au vent. J'ai négocié avec les syndicats. J'ai réorganisé la chaîne d'approvisionnement et j'ai corrigé des protocoles de sécurité qui étaient à la limite de l'homicide. Au moment où le projet des quais a été inauguré, j'avais fait économiser à la firme 2 millions d'euros en amende et retards. 2 millions. Aurélien s'est présenté pour couper le ruban dans un costume neuf, souriant aux caméras. J'étais au fond, couverte de poussière, tenant le porte-bloc. Je pensais que cela m'avait valu une place à la table. Je pensais avoir payé mon dû. Mais en me réveillant le lendemain du gala, fixant le plafond de mon studio, j'ai réalisé que mon sacrifice ne m'avait pas acheté le respect. Il ne leur avait acheté que du temps pour comprendre comment me remplacer. Mon téléphone a commencé à vibrer contre la table de nuit. Ce n'était pas une excuse. C'était une agression. Le premier texto était d'Aurélien: « Tu as embarrassé papa hier soir. Grandis un peu et réponds à ton téléphone. » Le second était un message vocal de ma mère, Béatrice. Sa voix était tendue, sèche, le ton qu'elle utilisait quand elle gérait une crise. « Camille, nous devons discuter des droits de propriété intellectuelle pour la tour Éco-Horizon. Les investisseurs posent des questions sur l'attribution du design. Nous avons besoin que tu viennes aujourd'hui pour signer les papiers de transfert. Arrête d'être égoïste. Cette fusion est plus grande que ton ego. » Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait ma signature. Il savait que les plans étaient légalement les miens et ils avaient besoin que je cède mes droits pour pouvoir vendre l'entreprise sans accroc. Puis est venu le moyen de pression. Un texto du chef de chantier, un homme bon nommé Michel, qui m'avait appris plus sur l'architecture que n'importe quel professeur. Il a envoyé une capture d'écran d'un email d'Aurélien. C'était un avis de licenciement pour toute mon équipe. Aurélien menaçait de virer les personnes même qui avaient bâti sa réputation juste pour me blesser. Je me suis assise. La tristesse que je m'attendais à ressentir était absente. À sa place, il y avait une clarté froide et dure. J'ai ouvert LinkedIn. Aurélien y avait posté une photo du gala, un cliché professionnel de l'équipe primée. Sur la photo originale, je me tenais tout à gauche. Dans la version qu'Aurélien a postée, l'image avait été recadrée. J'avais disparu. Effacé. Il avait mis en légende: « Un leadership visionnaire exige une action audacieuse. » Fier de mener cette entreprise vers l'avenir. J'ai regardé la photo. J'ai regardé l'espace vide où je me trouvais auparavant. Il ne voulait pas seulement voler mon travail. Il voulait supprimer mon existence tout en gardant le profit que j'avais généré. Il pensait que me rogner d'une photo me ferait disparaître. Ils ont oublié que c'était moi qui avais coulé les fondations. Et si vous enlevez les fondations, tout s'écroule. Je n'ai pas répondu au texto. Je n'ai pas rappelé ma mère. Je suis sortie du lit, je me suis fait une tasse de café noir et j'ai marché vers ma table à dessin. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais besoin d'un portfolio. Je n'ai pas répondu aux menaces. Je ne suis pas entrée dans leur jeu de manipulation. J'ai traité leur panique comme un bruit de fond sur un chantier. Bruyant, dangereux, mais finalement non pertinent pour le travail en cours. J'ai enfilé mon seul tailleur sur mesure,
celui que j'avais acheté pour ma soutenance de master avant d'abandonner. J'ai pris le disque dur contenant les métadonnées, les fichiers KO originaux et les calculs manuscrits d'il y a 3 ans. Je les ai mis dans ma mallette. Puis j'ai conduit vers le centre-ville, passant devant le site de la Tour Éco-Horizon, jusqu'au monolithe de verre qui abritait la seule firme à Paris qui faisait peur à mon père. Solène était une légende dans cette ville. Elle ne construisait pas des immeubles. Elle modifiait les horizons. Elle était impitoyable, brillante, et elle essayait de racheter l'entreprise de mon père depuis une décennie juste pour la démanteler. Je suis entré dans son hall sans rendez-vous. J'ai dit à l'assistant, dites à Solène que j'ai les calculs de prise au vent pour le projet des quais et dites-lui qu'ils sont faux. 5 minutes plus tard, j'étais assise dans un bureau d'angle qui coûtait plus cher que la maison de mes parents. Solène ne m'a pas offert d'eau. Elle n'a pas souri. Elle s'est assise derrière un bureau qui ressemblait à une plaque de glace et a attendu. Je n'ai pas perdu de temps avec un CV. J'ai ouvert mon portfolio et j'ai posé les schémas sur le verre. Pas ceux qu'Aurélien avait présentés au gala. Les vrais. Ceux avec les ratios de charge corrects. Ceux datés d'il y a 18 mois. Solène a mis ses lunettes. Elle a tracé les lignes avec un doigt manucuré. Elle s'est arrêtée sur l'analyse du noyau structurel. Elle a regardé la date. Puis elle m'a regardé. Aurélien a soumis une révision à la mairie la semaine dernière, dit-elle, la voix froide. Il a réduit le renforcement en acier de 20% pour réduire les coûts. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis là. Si vous construisez à sa manière, la torsion due à une tempête hivernale brisera la colonne vertébrale du bâtiment en 3 ans. Solène s'est reculée. Elle a retiré ses lunettes. C'est toi, dit-elle doucement. C'est toi qui as corrigé la pente du terrain sur le site du Méridien. C'est toi qui as renégocié les contrats d'acier. Ce n'était pas une question. C'est moi. Pourquoi, demanda-t-elle. Pourquoi es-tu resté? Pourquoi les as-tu laissés te payer un salaire de chef de chantier pour un travail d'associé? J'ai commencé à lui donner la réponse habituelle sur la loyauté, sur le devoir familial. Mais Solène m'a coupé. Elle s'est penchée en avant, le regard perçant. Sais-tu ce qu'est la fixité fonctionnelle, Camille? J'ai secoué la tête. C'est un biais cognitif, dit-elle. Si tu utilises un marteau pour enfoncer des clous tous les jours pendant 10 ans, ton cerveau cesse de le voir comme un morceau de métal et de bois. Il ne voit qu'un marteau. Il ne peut littéralement pas concevoir que le marteau puisse être utilisé comme presse-papier, cale-porte ou arme. Ta famille souffrait de ça. Ils te voyaient avec un casque de chantier couverte de poussière à réparer leurs erreurs. Ils ont fait une fixité fonctionnelle sur ton utilité en tant qu'ouvrière. Ils ne pouvaient pas te voir comme architecte parce qu'ils étaient accros à ta fonction de réparatrice. Ils ont confondu le prix et la valeur. Ils pensaient que parce que tu ne coûtais pas cher, tu valais moins. Ils n'ont pas réalisé que tu étais l'actif le plus cher qu'ils possédaient. Elle a tapoté les plans. Ils n'ont pas volé ça parce qu'ils sont maléfiques, bien qu'ils le soient. Ils l'ont volé parce qu'ils croient sincèrement qu'ils te possèdent. Ils pensent que tu es le marteau. C'était la première fois que quelqu'un m'expliquait ma vie sans utiliser le mot amour pour justifier les abus. C'était clinique. C'était précis. C'était l'architecture de mon effacement. Je ne suis pas un marteau, dis-je. Solène a souri. Et c'était un sourire prédateur et dangereux. Tu es l'architecte qui va m'aider à les enterrer. Tu es embauchée. Directrice de projet senior, double de ton salaire actuel, et je veux les droits d'équité sur ces designs. Marché conclu, ai-je dit. Je suis sortie de son bureau avec une offre d'emploi signée à l'encre encore fraîche. Je ne tremblais plus. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu 14 appels manqués d'Aurélien. Je ne l'ai pas bloqué. Je voulais qu'il puisse me joindre quand le sol commencerait à trembler. Les murs de verre de mon nouveau bureau chez Solène offraient une vue claire sur le squelette de la ville. Je pouvais voir les grues, les poutrelles d'acier, les artères de la circulation. Je travaillais là depuis 3 semaines. Le salaire était réel. Le respect était réel. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de surveiller l'avancement de la tour Éco-Horizon. C'était une démangeaison à l'arrière de mon cerveau, une anomalie structurelle que je ne pouvais ignorer.
Je connaissais Aurélien. Je savais qu'il était paresseux, mais je savais aussi qu'il était radin. La révision que Solène avait mentionnée, la réduction de 20% d'acier, tournait en boucle dans mon esprit. Comment a-t-il fait approuver ça? Les inspecteurs de la ville sont durs. On ne peut pas simplement supprimer un support structurel sans la validation d'un nouvel ingénieur. Pourquoi? Il était tard un mardi. Le bureau était calme, baigné dans la lumière bleue des écrans. Je me suis connecté au portail de l'urbanisme de la ville de Paris. C'est un registre public. N'importe qui peut consulter un permis s'il a le numéro de parcelle. Je l'ai tapé. Le fichier a chargé lentement. Structure sous schéma et preuve année. PDF. Je l'ai ouvert. J'ai zoomé sur la strate fondatrice. Mon cœur a raté un battement. Ce n'était pas la disposition que j'avais finalisée il y a 6 mois. C'était une première ébauche. L'ébauche numéro 4. Je m'en souvenais vivement parce que c'était l'ébauche où j'avais mal calculé la charge latérale du vent pour une tempête centennale. C'était l'ébauche qui oscillerait trop. C'était l'ébauche où le béton se fissurerait, puis éclaterait, et sous la bonne pression, se cisaillerait complètement. J'avais jeté cette ébauche à la poubelle il y a 1 an. J'avais explicitement dit à Aurélien, cette version tue des gens. Pourquoi a-t-il soumis celle-ci? Parce que l'ébauche 4 utilisait des matériaux moins chers. Elle ne nécessitait pas le contreventement coûteux que j'avais ajouté dans l'ébauche 5. Cela leur économisait 3 millions d'euros en acier brut. Mes mains étaient froides. J'ai fait défiler vers le bas. S'ils soumettaient un design défectueux, ils avaient besoin d'un ingénieur pour le certifier. Ils avaient besoin du cachet d'un ingénieur agréé pour assumer la responsabilité. Aurélien n'était pas ingénieur. La licence de mon père avait expiré il y a des années. J'ai atteint le coin inférieur droit du plan numérique. J'ai arrêté de respirer. Il y avait le tampon encreur circulaire. Camille Vasseur, ingénieur habilité, numéro de licence 04-1921, et en travers, une signature à l'encre bleue. Ma signature. La pièce a semblé basculer. Je n'avais pas signé ça. Je n'avais jamais tamponné l'ébauche 4. J'avais enfermé mon tampon dans le coffre-fort du bureau de mes parents avant de partir. La réalisation m'a frappé avec la force d'une boule de démolition. Ils n'avaient pas juste volé mon travail pour obtenir la fusion. Cela aurait été de la simple cupidité. C'était quelque chose de plus sombre. Ils savaient que le bâtiment était dangereux. Ils savaient que le cisaillement du vent le déchirerait. Ils voulaient l'argent des matériaux bon marché, mais ils ne pouvaient pas risquer la responsabilité civile. Alors, ils ont falsifié ma signature. Si cette tour montait, et quand elle tomberait, Aurélien n'irait pas en prison. Antoine n'irait pas en prison. Moi si. J'étais l'ingénieur enregistré. Ils me piégeaient pour être l'architecte d'une catastrophe. Ils étaient prêts à m'enterrer sous les décombres de leur propre avidité. J'ai fermé l'ordinateur portable. La peur s'est évaporée, remplacée par une rage si froide qu'elle brûlait. Ils voulaient un bouc émissaire. Au lieu de cela, ils venaient de me donner l'arme dont j'avais besoin pour les exécuter. Le vent fouettait depuis la scène alors que je me tenais à l'arrière du chapiteau de l'événement, regardant ma famille célébrer un projet bâti sur des mensonges. Mon père charmait le maire. Ma mère courtisait les investisseurs et mon frère Aurélien se tenait au podium, serrant une pelle dorée, vendant un fantasme qu'il n'avait aucun droit de revendiquer. À côté de moi, Solène et l'inspecteur Davis portaient la vérité, les documents falsifiés, les rapports de sécurité truqués et la preuve qu'Aurélien avait volé mon cachet d'ingénieur. Quand nous avons remonté l'allée centrale, la foule s'est tue. Aurélien s'est moqué de moi, mais son assurance s'est fissurée quand Davis a annoncé que le site était désormais une scène de crime. J'ai révélé le plan falsifié portant mon nom et la simulation montrant l'effondrement catastrophique de la tour. Les investisseurs ont fui. Les officiers se sont avancés. Aurélien a laissé tomber la pelle. Par la suite, les audits ont exposé une décennie de corruption. Mon père a perdu sa licence. Ma mère a supplié pour une aide que je ne donnerai jamais. Et Aurélien attend maintenant son procès. J'ai tourné la page.
Dans mon nouveau bureau en tant qu'associé chez Solène, je surplombais le terrain vague où leur empire est tombé et la charpente montante de mon propre projet, la flèche du méridien. J'ai nettoyé mon cachet d'ingénieur, non plus une arme, mais un outil, et j'ai compris la vérité. La justice ne consiste pas à détruire quelqu'un. C'est construire quelque chose de plus fort à côté des ruines qu'ils ont créées. Je ne les ai pas enterrés. J'ai simplement arrêté de les soutenir.